Japon, où la croissance de l'activité a été revue ce matin en légère baisse pour le deuxième trimestre, confirmant les doutes des économistes quant à la résilience de l'économie nippone, alors même que la Bank of Japan affirme qu'une demande intérieure robuste permet de contrecarrer une inflation toujours à des niveaux exceptionnellement élevé. Le produit intérieur brut a augmenté en séquentiel de 1,2% comparé au mois précédent, données ajustées des variations saisonnières contre 1,5% lors d'une première estimation à la mi-août selon des chiffres révisés du gouvernement. En glissement annuel, la croissance a été revue à 4,8% contre 6% dans la première estimation. Les deux piliers de la croissance souffrent toujours. La consommation des ménages est pénalisée par l'inflation et la chute du yen, alors que les investissements non résidentiels des entreprises ont également baissé. Hier, une salve d'indicateurs macroéconomiques est venue rythmer les places financières en zone euro. Et c'est l'Allemagne qui a ouvert le bal des publications des statistiques macro du jour avec des données sur sa production industrielle. Et cette dernière a plongé au mois de juillet pour le troisième mois consécutif sur fond de hausse des coûts d'énergie et d'une demande intérieure faible. Le fer de lance de la locomotive de l'économie européenne a baissé de 0,8% sur un mois en données corrigées des variations saisonnières et de calendrier après une baisse révisée de 1,4% en juin, a indiqué hier l'Office de statistique des Statis dans un communiqué. Le recul est beaucoup plus fort qu'attendu par le consensus des analystes qui tablait lui sur une baisse de 0,3%. Sur un an, la production industrielle recule de 2,1%. Dans le détail, la production de biens d'équipement a chuté de 2,9%, celle des biens de consommation de 1% et les biens intermédiaires de 0,7%. Je vous rappelle que pour l'exercice 2023, le FMI anticipe un recul du PIB allemand de 0,3%. Toujours en zone euro, la croissance de l'activité a été revue à la baisse pour le T2 2023 à 0,1% contre 0,3%, alors que celle du T1 a été revue légèrement à la hausse de 0,1% contre 0 précédemment. Des révisions qui ne changent fondamentalement pas grand-chose selon des experts. Et puis toujours au chapitre macro, nous partons aux États-Unis où c'est l'évolution du marché du travail qui a été scrutée par les investisseurs. Les demandes initiales d'allocation chômage aux États-Unis ont baissé à 216 000 unités au cours de la semaine achevée le 2 septembre contre 229 000 au cours de la semaine précédente, alors que les analystes s'attendaient à une augmentation à 234 000. Quant à la productivité non agricole, elle n'a augmenté que de 3,5% aux États-Unis au deuxième trimestre 2021 au rythme annualisé selon le département du travail qui l'avait annoncé en hausse de 3,7% en estimation préliminaire il y a un mois. Mais les coûts unitaires du travail ont eux progressé de 2,2% selon une nouvelle estimation. Toujours aux États-Unis, l'ancien président de la Réserve fédérale de St. Louis, James Bullard, a déclaré hier que la probabilité que les chiffres de l'inflation restent obstinément élevés pendant un certain temps, ce qui pourrait entraîner de nouvelles augmentations des taux d'intérêt. Toujours au chapitre macroéconomique, ce matin en Allemagne, l'inflation a été confirmée à 6,4% en août. Quant à l'inflation calculée aux normes harmonisées européennes, elle a augmenté de 0,4%, un chiffre lui aussi également inchangé par rapport à l'estimation précédente. Enfin en France, la production industrielle a augmenté plus que prévu en juillet de 0,8% sur un mois selon des données publiées ce matin par l'INSEE. Sur un an, la production de mai à juillet supérieure de 1,5% par rapport à l'année précédente. Pyongyang a annoncé ce matin avoir construit un sous-marin nucléaire tactique d'attaque qui aurait été inauguré lors d'une cérémonie présidée par le dirigeant Kim Jong-un. Des analystes avaient repéré pour la première fois en 2016 des signes indiquant qu'au moins un nouveau sous-marin nord-coréen était en construction. Aucun détail n'a été donné sur le type de missile que transporterait ce nouveau submersible. Pyongyang a déjà testé notamment un éventail de missiles balistiques à longue portée et des missiles de croisière pouvant être lancés depuis un sous-marin. On ne sait pas dans l'immédiat si la Corée du Nord a achevé le développement des têtes nucléaires miniatures pouvant être installées sur de tels missiles. C'est donc l'éventuelle seule bonne nouvelle que nous pourrons tirer de cette actualité. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les principaux marchés financiers européens ont terminé sur des notes quasi stables alors que les investisseurs ont dû jongler entre l'éventuelle extension de l'interdiction de l'utilisation des iPhones dans le secteur public en Chine et des indicateurs macroéconomiques américains qui démontrent une fois de plus que l'économie américaine est bien plus dynamique qu'escompté. À Paris, le CAC 40 a mis fin à 6 séances consécutives de baisse à la faveur d'un gain symbolique de 0,3
0,03% à 7196 points. À Londres, le FTSE a également clôturé dans le vert, une hausse légèrement plus franche après que la Banque d'Angleterre a laissé entendre qu'elle mettrait fin à la hausse des taux d'intérêt. Le FTSE a donc gagné 0,21% à 7441 points. Enfin, le DAX a lui reculé de 0,14% à 15 718 points. À la bourse de New York, les marchés d'actions ont clôturé en ordre dispersé, les investisseurs se demandant combien de temps les taux américains resteront à ces niveaux. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont reculé respectivement de 0,32 et 0,17%, tandis que les valeurs industrielles du Dow Jones ont progressé de 0,17%. Le Nasdaq a chuté pour la 4e séance consécutive, pénalisé par le recul de l'action Apple, les marchés continuant de modéliser les conséquences financières de l'utilisation de l'iPhone, de l'absence d'utilisation de l'iPhone pour les fonctionnaires chinois. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a clôturé en baisse, alors que le Japon, comme nous l'avons vu, a publié les chiffres révisés à la baisse de son produit intérieur brut pour le deuxième trimestre. Le Nikkei a reculé de 1,16% à 32 606 points. À Paris, les télécoms ont eu la faveur des investisseurs grâce au recul des taux souverains. Le secteur a gagné 1,76%. À l'inverse, la tech, dans le sillage du Nasdaq à Wall Street, a reculé de 1,83%. Dans le détail maintenant, Score a fini en tête du SBF 120 avec un gain de 4,67% à 29,61 €. Les investisseurs ont salué le nouveau plan stratégique qui vise à booster la valeur économique du groupe par l'amélioration de sa solvabilité. En queue de peloton, nous retrouvons Atos, dont le titre a perdu 5,95% à 7,39 €. L'action, comme l'ensemble de la tech, a subi les annonces en provenance de Chine, selon lesquelles les employés des agences et entreprises gouvernementales ne pourront plus utiliser leur téléphone iPhone. Sur le marché des rendements obligataires, dans la zone euro, le Bund à 10 et 2 ans a reculé alors que les inquiétudes sur la persistance de l'inflation dans les économies locales restent vives. Le rendement du 10 ans allemand a perdu quasi 4 points de base à 2,6% et celui à 2 ans 3 points de base à 3%. Les rendements américains ont également fini la journée en baisse après la publication des chiffres des inscriptions au chômage aux États-Unis. Le 10 ans a reculé de 2 points de base à 4,2% et le 2 ans de 6 points de base à 4,9%. Sur le Forex, le dollar a été recherché par les cambistes. L'euro a reculé de 0,24% à 1701 $, à 1,0701 $. Point négatif pour l'économie américaine, un dollar fort nuit aux exportations et donc in fine il diminue la valeur des bénéfices réalisés en dehors des États-Unis lorsqu'ils sont convertis en billets verts. Les cours du pétrole ont fini en baisse hier, le marché faisant une pause marquée par des prises de bénéfices importantes après une hausse de 10 jours. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a reculé de 0,75% pour clôturer à 89,92 $ le baril. Celui de WTI avec échéance octobre a lui cédé 0,76% à 86,87 $, mettant un terme à une série de 9 séances de gains consécutives. Voilà, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 8 septembre 2023 du live de Téléfinance et juste après nous retrouverons comme convenu et comme à notre habitude Antoine Quesada qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite dans son Chronocac.